Imaginez être une adolescente en fuite, affamée dans la nuit glaciale. Soudain, vous trouvez une lourde bague en or massif. Vous pensez que c'est votre ticket pour la liberté? Faux. Ce crâne doré appartient à un exécuteur terrifiant des Hells Angels. Garder ce bijou est une véritable condamnation à mort. Mais le choix impossible que cette jeune fille va faire ne va pas seulement choquer ces motards impitoyables, il va déclencher une guerre inimaginable. Restez avec moi jusqu'à la toute fin pour découvrir le dénouement incroyable de cette histoire. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. J'adore vraiment savoir d'où viennent mes spectateurs. Prêt? Allons-y. Le néon clignotant du Rusty's, un fast-food isolé ouvert jour et nuit, projetait une lueur écarlate et maladive sur l'asphalte ravagé du parking. Il était exactement 2 heures du matin, au cœur d'un mardi glacial de novembre. Le vent implacable du désert de Mojave soufflait en rafale, transperçant la fine veste en jean de Chloé avec la précision cruelle d'une lame de rasoir. À seulement 17 ans, l'adolescente était en fuite depuis 3 longues semaines. Elle avait échappé à l'enfer d'une famille d'accueil abusive à Reno, s'enfuyant par la fenêtre étroite d'une salle de bain crasseuse avec pour tout espoir 22 misérables dollars, un téléphone mort et l'illusion désespérée de pouvoir enfin atteindre Los Angeles. Mais cette nuit-là, la dure réalité l'avait rattrapée. Ses 22 dollars avaient disparu. Son estomac n'était plus qu'un abîme creux, une douleur lancinante et constante qui la rongeait de l'intérieur. Los Angeles n'avait jamais semblé aussi inaccessible. Recroquevillée derrière une lourde benne à ordures rouillées pour tenter d'échapper aux morceaux du vent, Chloé tremblait de tout son être, à la limite de l'hypothermie. C'est dans ce moment de désespoir absolu qu'un infime éclat métallique attira son regard fatigué. L'objet mystérieux était profondément coincé dans une fissure tachée de vieille graisse, juste au pied d'un bloc de béton délimitant une place de stationnement. Chloé rampa lentement vers l'avant. La douleur de ses genoux écorchés brûlait contre le gravier gelé, mais son instinct de survie prit le dessus. Elle enfonça ses doigts meurtris par le froid dans l'étroite fente. Lorsqu'elle parvint enfin à dégager l'objet, le poids de la trouvaille la laissa sans voix. C'était une bague, mais pas un simple bijou de pacotille. Une pièce imposante, forgée dans un or massif, épaisse, brutale et inflexible. La face avant arborait un crâne menaçant, minutieusement sculpté, coiffé d'un casque ailé et encadré par les chiffres 8 et 1. Sur l'épais anneau de métal précieux étaient gravés des mots dont la jeune fugitive ne mesurait absolument pas la terrible portée. « Filthy Few ». Pour la jeune femme affamée, cet objet n'était pas le symbole sacré de l'un des gangs de motards hors la loi les plus redoutés de la planète. C'était un billet de bus aller simple vers la liberté. C'était une semaine entière de repas chauds et réconfortants. C'était, en cet instant précis, son unique chance de salut. Elle enfouit précipitamment la lourde bague au fond de sa poche, son cœur cognant à tout rompre contre ses côtes fragiles. Elle calcula mentalement qu'au lever du jour, n'importe quel prêteur sur gage lui en donnerait au moins 500 dollars. Peut-être même le double. Fermant les yeux, elle commença à imaginer la douce chaleur enveloppante d'une chambre de motel. Soudain, une vibration sourde remonta le long des semelles usées de ses baskets. Cela commença comme un grondement grave et lointain, presque animal, avant de se transformer en quelques secondes en un rugissement mécanique assourdissant, faisant trembler le sol et l'air environnant. Chloé ouvrit les yeux, terrifiée, et jeta un coup d'œil furtif au-delà de la benne. Une meute de Harley-Davidson, leurs chromes étincelants reflétant la lumière sanglante du néon, venaient de s'engager brusquement sur le parking désert. Ils étaient 8. Les cavaliers d'acier coupèrent leurs moteurs presque à l'unisson. Mais le silence glacial qui suivit fut infiniment plus lourd et bien plus intimidant que le vacarme explosif des machines. Ils descendirent de leur moto avec une lenteur calculée. C'étaient des hommes massifs, de véritables géants drapés dans de lourds blousons de cuir vieilli, tous ornés des tristement célèbres écussons rouges et blancs du Hells Angels Motorcycle Club. Chloé retint instinctivement son souffle, plaquant son corps tremblant contre le métal glacial de la poubelle, priant pour disparaître dans les ombres. Elle en savait assez sur la brutalité de la rue pour comprendre qu'on ne croisait jamais la route de tels hommes sans en payer le prix. Pourtant, même de loin, elle remarqua que quelque chose clochait profondément. L'atmosphère ne respirait pas la camaraderie habituelle d'une fin de virée. L'air était saturé d'une tension frénétique, une tension mortelle sur le point d'exploser. Le plus imposant d'entre eux arpentait le bitume ravagé comme un fauve en cage. C'était un véritable colosse à la barbe poivre et sel, dont l'arcade sourcilière était sévèrement barrée par une cicatrice ancienne. L'écusson soigneusement cousu sur son cœur, juste au-dessus de son nom, Silas Grip Henderson, indiquait clairement son rang, sergent d'armes. En cet instant précis, cet homme redoutable
d'ordinaire impassible, était la proie d'une panique violente et incontrôlable. Avec des gestes brusques, presque désespérés, il arrachait littéralement l'intérieur de ses lourdes sacoches en cuir, projetant des outils métalliques et des gants sur l'asphalte sans la moindre tenue. « Il n'est pas là !» hurla Silas, sa voix rocailleuse résonnant tragiquement dans la nuit vide du désert. À ses côtés, un motard plus sec, le crâne entièrement rasé, s'avança, le visage creusé par une inquiétude funeste. C'était Dutch. « Silas, calme-toi !» tenta-t-il d'apaiser, bien que l'angoisse fit trembler ses propres mots. « Tu connais les règles du club mieux que personne. Si le chapitre découvre que tu as perdu un anneau Filtifew, ils t'arracheront tes couleurs. Dans le monde impitoyable et codifié des Hells Angels, certains emblèmes ne s'achètent pas dans une vitrine. Ils se gagnent dans la sueur, par le sang versé, une loyauté inébranlable et des actes innommables commis dans l'ombre. Égarer un tel objet n'était pas une simple négligence. C'était une trahison intolérable envers la fraternité, une offense suprême dont la sentence se traduisait par un bannissement immédiat, l'excommunication, voire une exécution d'une brutalité inouïe. Caché dans l'ombre nauséabonde de sa benne à ordures, le sang de Chloé se glaça instantanément. Le poids de l'or massif dans sa poche ne représentait plus du tout un billet de bus ou une poignée de repas chaud. Il s'était brusquement transformé en une véritable bombe à retardement, un arrêt de mort implacable pour un civil qui oserait s'en emparer. Son esprit s'emballa, la piégeant dans un dilemme terrifiant. Elle pouvait rester tapie dans l'obscurité, prier pour qu'il s'en aille et tenter de vendre la bague au petit matin. Mais le risque était colossal. Si le prêteur sur gage reconnaissait le sceau de la mort et prévenait le gang, sa vie ne vaudrait plus rien. L'autre option semblait être un suicide pur et simple, sortir de sa cachette et affronter la fureur de 8 exécuteurs terrifiants. Son instinct de survie, durement forgé dans les rues cruelles de Reno, lui hurlait de ne pas bouger, de retenir sa respiration, de garder l'or. Mais alors qu'elle observait Silas, ce titan capable de briser une batte de baseball sur son genou, tombé à 4 pattes, fouillant frénétiquement les mégots écrasés et les bris de verre avec une terreur absolue déformant ses traits, quelque chose se brisa en elle. Elle reconnut cette détresse indicible. C'était exactement ce même désespoir brut, animal, qui la tenaillait chaque jour, cette peur viscérale de tout perdre. La gorge nouée, Chloé avala difficilement sa salive. Lentement, défiant toutes les lois du bon sens, elle se redressa de derrière le conteneur rouillé. Le crissement étouffé de ses baskets usées sur les graviers gelés était à peine audible en temps normal, mais dans le silence électrique de ce parking, il résonna avec la violence d'un coup de feu. En une fraction de seconde, 8 faisceaux de lampes tactiques convergèrent vers elle, la figeant dans une lumière blanche et aveuglante, tandis que le son métallique et glaçant des armes qu'on dégaine déchirait l'air glacial du Mojave. Aveuglée par les faisceaux de lumière blanche qui la transperçaient comme des lames, Chloé leva les mains dans un geste de reddition absolue. Son corps entier était secoué de violents spasmes, et ses dents claquaient de froid et de terreur. Autour d'elle, les colosses de cuir se refermèrent comme un piège d'acier, leurs mains énormes effleurant déjà la crosse de leurs armes à feu ou le manche de lourds couteaux de chasse. Tremblante, la jeune fille baissa lentement son bras droit, plongea ses doigts engourdis dans la poche de sa veste usée, et ressortit sa main serrée en poing. Le souffle court, elle ouvrit sa paume écorchée. Sous l'éclat brutal et clinique des lampes tactiques, le crâne d'or massif accrocha la lumière, projetant un reflet chaud et métallique dans la froideur de la nuit. Le parking plongea instantanément dans un silence de tombe. Plus personne ne respirait. La violence électrique, qui quelques secondes auparavant menaçait de la réduire en cendres, s'évapora brusquement, remplacée par une stupéfaction lourde, presque religieuse. Pendant 10 secondes d'une agonie absolue, Chloé crut qu'ils allaient l'exécuter sur place simplement pour avoir osé toucher à ce symbole sacré. Mais Silas franchit l'espace qui les séparait en 2 immenses enjambées. Il ne lui arracha pas l'objet. Son visage couturé, d'ordinaire illisible et dur comme la pierre, se détendit d'une manière imperceptible. Avec une douceur totalement inattendue de la part d'un homme de sa carrure, il saisit la lourde bague au creux de la petite main maculée de saleté. Il glissa le bijou à l'annulaire de sa main droite. Un ajustement parfait. Il baissa les yeux vers la silhouette frêle de la fugitive, mesura pleinement le gouffre abyssal auquel il venait d'échapper. Elle aurait pu s'enfuir. Elle aurait pu échanger cet or contre sa propre survie loin de cet enfer. Au lieu de cela, elle avait choisi de lui rendre son honneur et sa vie au sein de la fraternité. Sans prononcer un mot, le redoutable exécuteur des Hells Angels déboutonna son épais blouson de cuir. Il le retira et le drapa délicatement sur les épaules tremblantes de l'adolescente. Le vêtement pesait 1 tonne, empestait le tabac froid et l'huile de moteur, mais pour Chloé, ce fut l'étreinte la plus chaude et la plus protectrice qu'elle ait jamais connue. Lorsqu'ils poussèrent les doubles portes du Rusty's, le fast-food était d'un calme mortel. Les 8 motards avançaient en formation serrée,
plaçant Chloé au centre exact de leur dispositif, la protégeant comme s'il s'agissait de la personne la plus précieuse au monde. La seule serveuse présente derrière le comptoir se figea de terreur, laissant échapper une cafetière en verre qui se fracassa brutalement sur le linoléum. Aucun des géants de cuir ne scia au fracas. Silas guida la jeune fille vers la plus grande banquette du fond. « Donnez-lui tout ce qu'elle veut », ordonna le colosse en désignant la serveuse pétrifiée d'un geste impérieux. « Tout ce qu'elle pointe du doigt, vous l'apportez, et mettez tout sous mon ardoise. » Chloé n'eut pas besoin de se faire prier. Quand la nourriture arriva, elle dévora avec l'intensité féroce d'un animal affamé 2 immenses assiettes de pancakes, un double cheeseburger dégoulinant et 3 grands verres de jus d'orange. Les hommes la regardaient en silence, respectant sa faim. Ce n'est que lorsqu'elle repoussa enfin ses assiettes vides, s'enfonçant dans le vinyle de la banquette avec un lourd soupir d'apaisement, que Silas prit la parole. Ses immenses mains reposaient sur la table, l'anneau d'or brillant sous les néons blafards. « Je te paierai ce billet pour Los Angeles », déclara-t-il d'une voix grave et posée, sondant l'âme de la jeune fille. « En première classe, même. Mais je ne suis pas aveugle, gamine. » Il fit une pause, son regard sombre s'attardant sur elle. Il avait parfaitement remarqué les horribles ecchymoses violacées en forme de doigts qui entouraient ses poignets, ainsi que ses vêtements d'été portés en plein cœur du glacial mois de novembre. Ces marques sur tes bras, cette terreur perpétuelle dans tes yeux. Tu ne fais pas que voyager. Tu es traqué. Dis-moi exactement ce que tu fuis. Avant même que Chloé ne puisse formuler le moindre mensonge pour dissimuler son lourd passé, la clochette suspendue au-dessus de la porte du fast-food tinta avec une violence inouïe. L'atmosphère, jusqu'alors empreinte d'une étrange quiétude protectrice, bascula instantanément. Les 5 motards en faction près de l'entrée se levèrent comme un seul homme. Dans l'encadrement de la porte se tenait un individu vêtu d'un costume beige froissé. Il arborait des cheveux gominés tirés en arrière, un visage grêlé et un sourire en coin d'une arrogance insupportable. Son insigne pendait nonchalamment à sa ceinture, frôlant la crosse de son arme de service. L'inspecteur Riggin. En l'apercevant, Chloé laissa échapper un halètement d'effroi et tenta désespérément de se glisser sous la table. Riggin n'était pas un représentant de la loi ordinaire. C'était un flic corrompu de Reno, grassement payé par Richard, le père d'accueil tortionnaire de la jeune fille. Richard n'était pas seulement un bourreau, il utilisait les enfants placés sous sa tutelle comme mules pour acheminer des cargaisons de stupéfiants. Chloé en savait trop. Elle avait découvert la vérité, et Riggin la traquait depuis des semaines dans le seul et unique but de la faire taire. Définitivement. Tiens, ricana Riggin en s'avançant dans la lumière blafarde, affichant l'assurance d'un homme habitué à utiliser son insigne comme un bouclier d'invincibilité. Regardez un peu ce que le désert nous a ramené. La récréation est terminée. Chloé, ton père s'inquiète beaucoup pour toi. Il fit un pas autoritaire vers la banquette du fond. Soudain, une main colossale, dure comme l'acier, s'abattit sur son torse. C'était Dutch. « Le restaurant est fermé. L'insigne !» murmura le motard au crâne rasé, d'une voix basse, saturée d'une menace glaçante. Riggin leva les yeux au ciel, posant ostensiblement la main sur son arme. « Reculez, racaille. Je suis un officier assermenté et j'exécute un mandat de récupération pour une mineure en fuite. Entravez ma mission, et je vous embarque tous pour obstruction. » Dans un silence de mort, Silas glissa lentement hors de la banquette. Il se déploya de toute sa hauteur, imposant son 1,93 m au-dessus de l'inspecteur corrompu, masquant totalement la silhouette tremblante de Chloé. La jeune fille s'agrippa à la manche en cuir du colosse. « Je vous en supplie, » murmura-t-elle dans un souffle brisé, « ils travaillent pour mon père adoptif. Ils vont me tuer. » Les Hells Angels vivaient selon un code strict. Ils évitaient les forces de l'ordre et ne s'attiraient jamais la foudre des autorités fédérales en cachant des mineurs. Mais Silas baissa les yeux vers ce visage terrorisé, puis fixa l'insigne souillé du détective. La dette qu'il avait envers cet enfant était incommensurable. Elle avait sauvé son honneur. Elle avait sauvé sa vie au sein du club. « Tu as un mandat, Riggin ?» demanda Silas d'une voix de velours trompeuse, faisant craquer ses phalanges où brillaient leurs massifs de l'anneau filtifio. « Je n'ai pas besoin de mandat pour ramasser une fugueuse, racha le flic, tentant vainement de le contourner. « Si, tu en as besoin, » répliqua Silas, sa voix résonnant désormais avec la puissance d'un coup de tonnerre dans le restaurant désert. « Parce qu'elle n'est plus une fugueuse. Elle est désormais la propriété du club. Elle est sous la protection absolue des Hells Angels. » Riggin se figea. Une lueur de terreur pure et authentique traversa son regard. Il était entouré. Les 7 autres motards s'étaient regroupés derrière leur sergent d'armes, formant un mur impénétrable de cuir, de muscles et de violence contenue. Riggin savait qu'il était en infériorité numérique écrasante. Corrompu, oui,
mais certainement pas suicidaire. Le teint livide, il recula lentement vers la sortie. « Vous commettez une erreur monumentale, Henderson, siffla-t-il, la voix tremblante de rage. Richard ne laissera jamais passer ça. Vous venez de déclencher une putain de guerre. » « Qu'ils viennent, gronda Silas, un sourire carnassier fendant sa cicatrice. On s'ennuyait un peu, ces derniers temps. Dès que Rigain eut disparu dans les ténèbres, englouti par la nuit du désert, Silas se tourna vers Chloé, qui tremblait encore de tous ses membres. Il posa une main lourde mais rassurante sur son épaule fragile. « Finis ton jus. Gamine, on lève le camp. Il est temps de t'emmener au sanctuaire. » 30 minutes plus tard, Chloé se cramponnait de toutes ses forces au dos large de Silas, avalant l'obscurité d'une route déserte à une vitesse vertigineuse. Entouré par le fracas assourdissant d'une escorte massive de Hells Angels fendant la nuit, sa peur viscérale d'être traqué s'effaçait peu à peu, balayée par un sentiment surréaliste de sécurité. Ces hommes, que la société entière qualifiait de monstres sanguinaires, formaient désormais un bouclier impénétrable de chair, de cuir et d'acier tout autour d'elle. Le convoi quitta finalement l'asphalte de l'autoroute pour s'enfoncer sur une piste de terre, jusqu'à émerger devant un immense complexe ultra sécurisé, véritable forteresse cernée par de hauts murs de béton et des kilomètres de fils barbelés. Silas la conduisit immédiatement dans une petite pièce spartiate du bunker souterrain. Avant de verrouiller la lourde porte métallique, il croisa son regard terrifié et lui fit une promesse solennelle, jurant sur l'or massif de son anneau qu'elle serait intouchable. Le lendemain matin, l'aube avait à peine balayé les ombres du Mojave lorsque la lourde porte s'ouvrit avec fracas. Silas encadrait l'entrée, mais il n'était pas seul. À ses côtés se tenait un homme plus âgé, aux épaules de gladiateur, dont les yeux d'un bleu perçant semblaient capables de fendre l'âme. C'était Tyrone, le président incontesté du chapitre de Barstow. Il ne semblait pas particulièrement en colère, mais sa simple présence imposante aspirait instantanément tout l'oxygène de la minuscule pièce. D'une voix d'outre-tombe, sans la moindre formule de politesse, il ordonna à Chloé de vider l'intégralité de son sac à dos sur le lit. Tremblant de la tête aux pieds, la jeune fille obéit, renversant ses maigres possessions sur la couverture militaire rugueuse, une paire de chaussettes trouées, une brosse à dents usée et un petit carnet en cuir craquelé, fermement maintenu par un épais élastique en caoutchouc. Iron ignora royalement les vêtements. Ses doigts couverts de cicatrices saisirent immédiatement le carnet. D'un coup de pouce sec, il fit sauter l'élastique et commença à en feuilleter les pages, couvertes de colonnes de chiffres et d'un gribouillis frénétique. Plus il avançait dans sa lecture, plus les muscles de sa mâchoire se contractaient, durcissant tragiquement ses traits burinés. « Seigneur tout-puissant » murmura Iron, refermant le document dans un claquement sec. Chloé se recroquevilla contre la tête de lit, les larmes affluant à nouveau. Paniquée, elle bredouilla qu'elle pensait avoir volé le journal intime de Richard, persuadée qu'il contenait uniquement les preuves de ses sordides détournements de fonds d'aide sociale. Elle espérait désespérément le livrer à la police pour prouver qu'il était un monstre. Iron la fixa, le visage soudainement livide, dépouillé de toute couleur. « La police n'osera jamais toucher à ça. Gamine, lâcha-t-il d'une voix glaciale. Ce n'est pas un journal. C'est le grand livre de comptes, les routes de livraison, les pots de vin, les numéros de comptes offshore. C'est la carte de distribution complète des opérations du cartel de Sinaloa pour tout le nord-ouest du Pacifique. » Le silence qui s'abattit sur la pièce fut vertigineux. Iron expliqua froidement la situation. Richard servait de façade et devait 2 millions de dollars de marchandises disparues au cartel. Et pire encore, l'organisation criminelle était convaincue que Chloé avait volé ce registre inestimable pour les vendre aux plus offrants. Un nœud glacial se forma dans l'estomac de Silas. Il réalisa la gravité de la situation avec effroi. La gamine n'avait pas simplement attiré un flic corrompu à leur porte. Sans le savoir, elle venait de traîner l'une des mafias les plus impitoyables du monde entier directement aux portes des Hells Angels. Ils étaient désormais dans le viseur. L'atmosphère dans le bunker souterrain et insonorisé du clubhouse était littéralement suffocante, saturée d'une fumée de cigarettes âcres et d'une tension à couper au couteau. Iron avait convoqué la table. Il s'agissait d'un rituel sacré, une réunion d'urgence strictement réservée aux membres à part entière, où se décidait le droit de vie ou de mort. Autour du massif meuble en chêne, couturé par des décennies de lames plantées, de sang versé et de serments inviolables, 12 des plus féroces Hells Angels prirent place. Assise sur une chaise pliante dans le coin le plus sombre de la pièce, Chloé tremblait, les genoux serrés contre sa poitrine. Iron jeta le carnet noir au centre de la table. Le bruit qu'il produisit résonna comme l'écho lugubre d'un couperet. D'une voix tranchante et dénuée de la moindre illusion, le président exposa l'enjeu catastrophique. La fugitive avait introduit une véritable bombe à retardement dans leur sanctuaire.
La protéger signifiait entrer en guerre ouverte et sanglante contre le redoutable cartel de Sinaloa, une organisation tentaculaire qui n'hésiterait pas une seule seconde à raser la forteresse jusqu'aux fondations pour récupérer son registre. Rapidement, les murmures étouffés se transformèrent en une dispute féroce. Plusieurs membres, dont le colossal Breaker John, les bras croisés sur son torse tatoué, soutinrent farouchement qu'il s'agissait d'un suicide pur et simple. Ils exigeaient qu'on livre l'adolescente pour sauver la fraternité. Ce n'était ni leur problème, ni leur guerre. C'est à cet instant précis que Silas se leva brusquement de sa chaise. Ses poings titanesques s'abattirent sur le chêne massif avec un fracas qui figea instantanément la pièce entière. Il fixa chacun de ses frères, le regard brûlant d'une intensité insoutenable. D'une voix rocailleuse, vibrant d'une émotion qu'il cachait d'ordinaire sous une carapace de cuir, le sergent d'armes commença son plaidoyer. Il raconta en détail la nuit glaciale sur le parking de Barstow. Il avoua devant tous avoir commis l'irréparable en perdant l'Anophylle Tifew, une faute inexcusable qui aurait dû lui coûter ses couleurs et son existence au sein de la famille. Une onde de choc, un murmure de stupéfaction, parcourut l'assemblée. Pointant un doigt autoritaire vers Chloé, Silas haussa le ton, sa voix dominant le silence religieux. Cette petite mourait à petit feu derrière une benne à ordures, gronda-t-il, les mâchoires serrées. Elle crevait littéralement de faim et de froid. Elle avait un billet vers la liberté absolue entre ses mains. Elle aurait pu vendre ma bague, empocher les billets et disparaître à tout jamais. Mais qu'a-t-elle fait? Elle a marché droit dans la lumière, face à 8 de nos flingues, pour nous la rendre. Elle a protégé l'honneur intouchable de ce putain de club, alors qu'elle n'en avait aucune obligation. Il frappa son propre cœur du poing, leur massif étincelant crûment sous la lumière blafarde des néons. Le cartel va l'écorcher vive. Regan tiendra le sceau pour le sang. Moi, je dis qu'on fait front. Je dis que l'on se dresse, ici et maintenant. Absolument personne ne touche à cette gamine. Le poids écrasant de ces paroles, couplé à la pureté de cet acte de bravoure, fit basculer la balance. Iron saisit son maillet, une lourde clé à molette d'acier, et frappa violemment la table. Il exigea le vote final. Un par un, lentement mais avec une détermination implacable, 12 poings massifs se levèrent en l'air. L'unanimité absolue. Iron hocha gravement la tête. Il se tourna vers la pénombre, croisant le regard noyé de larmes de la jeune fille. « Bienvenue dans le chapitre de Barstow, petite, » déclara-t-il d'une voix soudainement empreinte d'une douceur paternelle inattendue, avant de reprendre instantanément un ton martial, froid et définitif. « Maintenant, que quelqu'un lui donne un pistolet et lui montre comment chambrer une balle. Nous partons en guerre. » 72 heures s'étaient écoulées. L'assaut ne s'annonça pas par des cris de guerre, mais par le silence froid et calculé de tueurs professionnels. À 14 heures tapantes, sous une chaleur à crever qui faisait fondre l'asphalte et cuisait les murs de béton du complexe, un convoi de 4 SUV blindés, noirs comme la poix, souleva un immense nuage de poussière aveuglante sur la piste de terre. Les véhicules s'immobilisèrent à une 50aine de mètres des lourdes portes d'acier, hors de portée immédiate. Des hommes lourdement armés, sanglés dans des gilets tactiques et brandissant des fusils d'assaut, se déployèrent. Du véhicule de tête émergea Victor, un lieutenant du cartel engoncé dans un costume gris impeccable, totalement incongru au milieu de cet enfer aride. À ses côtés transpirait à grosses gouttes l'inspecteur Regan, le regard fuyant de l'homme qu'on mène à l'abattoir. Un mégaphone grésilla. La voix suave et glaciale de Victor déchira l'air lourd du désert. Il exigea la restitution immédiate du grand livre et de la fille qu'il avait volée, promettant de se retirer paisiblement s'ils obtempéraient. Perchés sur la passerelle fortifiée dominant l'entrée, Iron et Silas ne bougèrent pas d'un pouce. Le fusil à lunettes d'Iron reposait nonchalamment sur son épaule, tandis que Silas serrait un fusil à pompe mortelle, son visage changé en un masque de haine indéchiffrable. D'une voix de stentor, Iron hurla qu'il ne voyait que des intrus sur une propriété privée. La tension grimpa en flèche. Au milieu de cet échange verbal mortel, l'inspecteur Regan comprit soudain l'horrible vérité. En croisant le regard vide et las de Victor, il réalisa avec une clarté fulgurante que le cartel venait nettoyer les lieux. Personne ne devait survivre, pas même le flic corrompu qui en savait beaucoup trop. Dans un accès de panique pure et désespérée, Regan dégaina son arme de service et l'enfonça brutalement dans les côtes du lieutenant. Il hurla qu'il était flic, menaçant de tirer. Victor ne s'y a même pas. Avant que l'inspecteur ne puisse presser la détente, 3 coups de feu étouffés par des silencieux crachèrent de la ligne des tueurs à gages. La poitrine de Regan explosa dans un nuage écarlate et il s'effondra dans la poussière du désert sans même un cri. L'enfer se déchaîna à l'instant même. Dans un rugissement assourdissant, le complexe explosa de violents tirs croisés. 30 LS Angels retranchés ouvrirent le feu depuis les murs, transformant les SUV en passoires.
Le métal se tordait, le verre volait en éclats sous la grêle de Bâle. Les motards exploitaient magistralement leur position de surplomb. Depuis son nid de tireur d'élite, Breaker John abattait sans pitié quiconque tentait de s'approcher de l'enceinte. Profondément sous terre, dans l'obscurité suffocante de la chambre forte, Chloé hurlait, le corps recroquevillé sur le sol glacé, les mains plaquées sur ses oreilles. Le tonnerre apocalyptique du combat ébranlait les murs de béton au-dessus de sa tête, la plongeant dans une terreur absolue à chaque détonation. Subissant de très lourdes pertes, les soldats de Victor se retrouvèrent piégés dans un véritable couloir de la mort. Sous les rafales incessantes, le lieutenant fit un geste de retrait frénétique. Les survivants traînèrent leurs blessés dans les blindés criblés de balles. Les pneus hurlèrent, crachant des gerbes de gravier, alors que les véhicules reculaient en trombe pour échapper au massacre, disparaissant dans une tempête de sable artificiel. Le silence glaçant retomba sur le désert. Sur la passerelle, la poitrine soulevée par l'effort, Silas baissa son arme fumante. Il croisa le regard sombre d'Iron. Ils avaient repoussé l'avant-garde, oui, mais ils savaient tous les deux avec une certitude terrifiante que ce n'était qu'un bref sursis. Dès la tombée de la nuit, le cartel reviendrait avec une armée complète, une force de frappe inarrêtable face à laquelle il ne pourrait survivre. Conscient qu'un siège nocturne face à une armée entière signerait la fin tragique et inévitable de la fraternité, Iron et Silas savaient qu'il leur fallait abattre un atout majeur. La force brute ne suffirait plus. Il fallait trancher la tête du serpent. S'enfonçant dans les entrailles sécurisées du clubhouse, il fit appel à un contact de l'ombre, un courtier du dark web, pour contourner complètement Victor et joindre directement l'un des plus hauts dirigeants du cartel, caché à Culiacan. Sur une ligne lourdement cryptée, la voix d'Iron résonna dans le bunker, froide, tranchante et sans appel. Il imposa une impasse mexicaine absolue. Le chapitre de Barstow restituerait le grand livre de comptes d'une valeur inestimable, mais à 2 conditions non négociables. La prime sur la tête de Chloé devait être annulée à tout jamais et le cartel devait se charger personnellement du cas de Richard. Si l'organisation refusait, le registre atterrirait le jour même sur le bureau du directeur de la DEA, anéantissant tout le réseau nord-américain. Au bout du fil, après un silence d'une lourdeur insoutenable, le parrain accepta l'accord. Le lendemain, sous un soleil de plomb écrasant l'immensité blanche et craquelée du lac asséché d'El Mirage, la tension était à son comble. Un SUV noir s'avança avec une lenteur fantomatique dans la chaleur déformante du désert. Victor en descendit, le bras en écharpe, totalement dépouillé de son arrogance passée. Au milieu de cette vaste étendue éblouissante, Silas s'avança et lui tendit la lourde enveloppe brune. Victor vérifia frénétiquement le registre, puis, avec un rictus sombre, annonça la nouvelle. Richard avait été intercepté la nuit précédente alors qu'il tentait de passer la frontière canadienne. Il ne respirait plus. La fille était désormais un fantôme pour le cartel. L'ardoise était effacée. De retour au complexe barricadé, les empestait encore la poudre de la veille. Silas déverrouilla la lourde porte de la chambre forte. Chloé recula d'instinct, le visage ravagé par l'angoisse, mais en croisant le regard du colosse, elle eut une douceur inattendue. Épuisé, couvert de la poussière du désert, Silas s'approcha du petit lit de camp. De la poche de son gilet de cuir, il sortit un billet de bus aller simple pour Los Angeles, en première classe, ainsi qu'une épaisse liasse de billets de $100. « C'est fini, gamine, murmura-t-il d'une voix soudainement fragile. Le livre est parti. Le contrat sur ta tête n'existe plus. Richard ne te fera plus jamais de mal. Tu es enfin libre ?» Chloé fixa ce petit bout de papier cartonné. C'était tout ce dont elle avait rêvé en fuyant l'enfer de Reno. Son évasion, son avenir. Mais en levant les yeux vers ce motard gigantesque, balafré, qui avait littéralement déclenché une guerre sanglante pour la protéger, l'idée de Los Angeles lui parut soudainement atrocement vide. « Est-ce que je dois vraiment y aller ?» murmura-t-elle, la gorge nouée. Silas resta figé. Il baissa les yeux vers le lourd anneau d'or à son doigt, cette même bague Filtifew qui avait déclenché tout ce chaos. Il comprit alors que cette adolescente courageuse, cabossée par la cruauté du monde, venait de lui rappeler le sens le plus profond, le plus pur, du mot famille. Dans un geste lent et délibéré, il prit le billet de bus et le déchira en 2. Un sourire chaleureux, presque paternel, fendit enfin ses cicatrices. « Non, » répondit-il doucement. « Tu restes. On a besoin de quelqu'un pour aider Dutch à tenir les comptes du clubhouse de toute façon, et ma moto a sérieusement besoin d'être lavée. » En larmes, Chloé se jeta en avant, enserrant le géant de cuir de toutes ses forces, trouvant enfin sa véritable place, son véritable foyer, au milieu de ces hors-la-loi au grand cœur. Si cette incroyable histoire de survie vous a bouleversé,
Et si vous avez été choqué de voir comment un simple acte de désespoir absolu a transformé l'un des gangs les plus impitoyables d'Amérique en protecteurs ultimes, n'hésitez pas à détruire le bouton j'aime. Partagez ce récit poignant avec vos proches pour prouver que les véritables héros se cachent souvent là où on s'y attend le moins. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos histoires vraies et époustouflantes chaque semaine. Prenez soin de vous et à la prochaine.